Bonjour à tous, bienvenue dans ce colloque dédié à la sécurité sociale de l'alimentation, organisé par les JNE, les journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Ça dure 2 jours, c'est ouvert à tous, c'est gratuit à la Bourse du Travail à Paris aujourd'hui et demain, samedi 31 janvier 2026. Alors là, on va tout de suite rentrer un peu dans le dur du sujet avec la présentation de 5 expérimentations qui viennent de toute la France. Un grand merci d'avoir fait le déplacement. On va rapidement les présenter et surtout, il y aura une question qui sera au cœur de cette conférence. Comment fonctionne la vie démocratique au sein de ces différentes structures ? On aura 30 minutes pour être à l'écoute de nos intervenants et puis une quinzaine de minutes pour échanger avec la salle. Il y aura donc 2 expérimentations qui nous viennent tout d'abord du Vaucluse avec Dora Tilly. Je ne sais pas si c'est arrivé, Dora. Alors Dora, non, n'a pas pu venir. D'accord. Alors une expérimentation, une caisse alimentaire qui vient de Lyon avec Léa Thévenot, chargée de mission démocratie alimentaire. 2 autres caisses alimentaires qui ont la particularité de fonctionner avec des monnaies locales. Donc on a Géraldine Gabillet et Marie Boyel pour le collectif SSA Pays de Morlaix. Également Edwige Dorbon du territoire de Lyon pour Solicagnol. Et puis, un autre dispositif, le groupement d'achat alimentaire, le VRAC, je crois, c'est ça? Non, pas du tout. Caisse d'alimentation de Saint-Étienne, alors SSA de Saint-Étienne, avec Thomas Benoît de la Fabrique de la Transition. Alors, juste une petite précision, vous avez vu, le collectif que vous êtes des intervenants vous aviez demandé qu'on installe la salle en cercle de Samoan, c'est ça? Vous souhaitez expliquer pourquoi, Léa? En fait, on ne savait pas trop comment allait être positionnée la salle, mais c'était une proposition qu'on voulait faire. C'est un outil pour faciliter la prise de parole collective et l'échange collectif. Le fonctionnement, normalement, c'est il y a des intervenants, des personnes qui initient une discussion au centre. Il y a une chaise libre et à chaque fois que le cercle extérieur est plutôt en position d'écoute et à chaque fois que quelqu'un veut prendre la parole, soit pour témoigner, soit pour poser une question, soit participer à la discussion, elle peut venir s'asseoir au centre pour prendre part à la discussion. Là, ça va peut-être moins fonctionner. Eh bien, on pourra tout à fait faire l'exercice. Donc, lorsqu'on sera en échange avec le reste de la salle, n'hésitez pas à venir au centre de la pièce et vous aurez un micro à votre disposition. Et puis, Thomas Benoît, je crois que vous souhaitiez, avant d'évoquer ces différentes expérimentations de SSA, rappeler les 3 piliers de la SSA. Et puis dire un petit peu nous comment on voyait aussi la thématique de l'atelier là de ce matin. Donc l'atelier il s'appelle diversité et complémentarité des initiatives ou des expérimentations, je sais plus. L'idée c'était quand même de montrer un peu les différences qu'on avait entre nous, mais en amont de ça, c'est pas pour dire qu'on fait pas tous pareil, c'est aussi rappeler qu'est-ce qu'on a en commun. Et puis peut-être un petit panorama aujourd'hui, il y a un travail qui est fait dans le cadre du réseau Intercaisse pour répertorier de mieux en mieux un peu les initiatives qui sont là et ou qui sont en train de se lancer. Mais dans les chiffres qu'on entend un peu, c'est une 50aine déjà lancées, une 50aine qui sont en cours de lancement ou en réflexion. Donc on commence à avoir quand même des effets assez intéressants, une dynamique assez intéressante. Et puis pour rappeler un peu de nous ce qu'on peut avoir en commun tous et toutes, c'est qu'on se base quand même sur 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation, hein, qui sont aussi de la sécurité sociale tout court d'ailleurs à la base. La cotisation, donc le fonctionnement par la cotisation, le conventionnement démocratique et l'universalité.
donc l'ouverture à tous et tous et pas des logiques de choix de certains publics. Ça, c'est un peu ce qui nous a animés. On le respecte pas tous de la même façon, on l'a tous interprété différemment. Pourquoi? Parce que nous aussi, quand on préparait, on partait du principe qu'en fait, toutes ces caisses-là, toutes les initiatives qui sont en train de se lancer, elles ont ça en commun parce qu'elles ont réfléchi là-dessus, mais elles l'ont interprété différemment. Pourquoi? Parce que du territoire, en fait, d'où tu viens, ses caractéristiques, ses besoins, les habitants, etc. Les porteurs qui initient le projet et qui sont un peu au cœur aussi vont donner un lac qui n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Les premières personnes aussi qui contribuent. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les valeurs à la base du collectif. Certains, c'était plutôt des valeurs ou des objectifs de lutte contre la précarité. D'autres, c'était plutôt pour renforcer certains systèmes agricoles, certaines filières, etc. D'autres, c'est plutôt des valeurs environnementales qui les animaient et tout. Et en fait, en partant de ça, quand on se coud au bout de quelques temps, bah voilà, les caisses, elles vont être toutes un peu différentes. Elles ont fait un peu toutes des choix différentes sur la cotisation, le conventionnement, etc. Et c'est un peu de ça aussi dont on voulait parler. Eh bien, Et la vie démocratique, évidemment. on y va. On va commencer avec Léa Thévenot, chargée de mission démocratie alimentaire à Lyon. Vous avez ouvert une caisse alimentaire dans le 8e arrondissement. Et je vous propose, voilà, en 2 minutes, de présenter rapidement le dispositif. Ensuite, on vous redonnera la parole pour l'aspect démocratie. Mais voilà, chacun d'entre vous va présenter sa structure. Allez-y. Merci. Bon, du coup, ça va aller assez vite et sûrement un peu en surface parce que 2 minutes, c'est court. Mais on s'est donné un peu des points pour avoir de quoi comparer aussi entre nous. Donc, pour revenir sur l'expérimentation qui a lieu à Lyon 8, d'abord son historique très rapide, c'est une expérimentation qui est portée aujourd'hui par le comité habitant qui s'appelle Calim 8. Il y a une membre avec moi, Faten. Et l'association, le collectif Territoire à vivre Grand Lyon. Donc, avant même le collectif Territoire à vivre Grand Lyon, il y avait un collectif national Territoire à vivre, mais je vais essayer d'aller vite. Et donc, c'est déjà toute une dynamique collective de structure. Ça rejoint un peu les discussions de tout à l'heure, mais de différents horizons, du monde agricole, de la solidarité, de l'action sociale, de l'action économique, qui se sont réunis, inspirés par le projet SSA, par la sécurité sociale de l'alimentation, qui ont décidé de mener une expérimentation. Et il y avait quand même un axe important, un objectif important, qui était aussi la lutte contre la précarité alimentaire, d'où le choix d'un arrondissement dans le 8e où il y a des gros quartiers prioritaires de la politique de la ville et une proportion de personnes en situation de précarité assez importante. Donc vous accompagnez, je crois, une centaine de personnes ou de foyers maintenant? Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, notre caisse, c'est une caisse de transfert monétaire. Donc les personnes contribuent en fonction de leurs moyens et reçoivent un versement chaque mois. Environ 150 € par mois? C'est 150 € dans notre cas, qui est majoré en fonction de la composition du foyer. Et aujourd'hui, on a 140 foyers qui expérimentent. Donc, on me dit que c'est à peu près 350 personnes. Et ça fait depuis un peu plus d'1 an qu'on expérimente maintenant à l'échelle du 8e. Il y a donc une vingtaine de lieux conventionnés qui sont soit des producteurs, soit des commerces. Voilà, où les personnes en fait bénéficiaires peuvent dépenser cette allocation dans les différents magasins recensés ou groupements de producteurs, etc. C'est ça, les membres de la caisse peuvent utiliser leur versement dans des lieux qui ont été décidés collectivement. Et du coup, on reviendra plus après sur le fonctionnement démocratique parce que c'est vraiment ça qui est au cœur toute cette dimension démocratie alimentaire du projet. Bien sûr. Je passe au pays de Morlaix. Alors peut-être, avec Marie Boyel, vous êtes citoyenne, membre actif du collectif SSA Pays de Morlaix. Vous, la particularité, c'est que vous appuyez sur une monnaie locale. C'est ça, le Buzuc. Mais je vais rapidement revenir comme Léa un petit peu sur la genèse aussi, parce que ça permettra aussi de comprendre les valeurs du projet, etc. Nous, on a commencé en 2022, donc je suis venue avec Géraldine, qui est salariée dans une des assos porteuses du projet. On a commencé en 2022, c'était à la base un travail pour structurer un travail porté par des associations du territoire du Pays de Morlaix, donc dans le Finistère Nord, pour structurer les acteurs autour des transitions. On a trouvé rapidement un sujet commun au bout d'1 an de travail, qui était l'alimentation. Et l'objectif était de permettre à tous d'avoir accès
à une alimentation saine et durable, et voilà, de favoriser une agriculture respectueuse du vivant. De là, donc, est partie l'idée de construire une expérimentation sécurité sociale de l'alimentation. Donc on travaille dessus depuis fin 2023. Il y a 4 associations porteuses qui accompagnent, qui animent cette expérimentation. Donc l'ULAMIR CPIE, qui est un centre social et centre d'éducation à l'environnement, le BUSUC, qui est la monnaie locale sur le pays de Morlaix, le pôle ESS et la maison des associations du pays de Morlaix. Donc il y a une centaine de volontaires, je crois, Oui. c'est ça, qui aujourd'hui sont dans le pôle. Alors, du collectif. il y a un groupe de citoyens qui a construit le projet, qui s'appelle la Collective d'animation. C'est une trentaine de citoyens et de citoyennes. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore lancé la caisse. Le parcours citoyen a été lancé en octobre 2025 et la caisse sera lancée au printemps 2026 pour effectivement 44 foyers et presque une centaine de participants. Alors, expliquez-nous rapidement aussi le fonctionnement économique, c'est-à-dire que les volontaires vont cotiser. C'est ça. Et ils toucheront des BUSUC. Voilà, les volontaires vont cotiser à hauteur de leurs moyens. Les foyers vont cotiser. Et effectivement, ils recevront 150 BUSUC alimentaires. Et ce sera effectivement les expérimentateurs qui vont eux-mêmes conventionner les lieux dans lesquels ils pourront consommer. Très bien. Je me tourne également vers Lyon, parce que là aussi, on fonctionne avec une monnaie locale. Oui, c'est un peu l'origine Edwige Dorbon, de Solicagnole. De Solicagnole, parce que la monnaie locale, c'est la cagnole, et qui avait fait le choix, notamment pour l'alimentaire, de ne fonctionner qu'avec des producteurs bio. Donc ça restreint un peu le champ d'expérimentation. Et ça s'est créé en 2008, et à cette occasion, on a rencontré beaucoup de producteurs. Et comme le débat tout à l'heure l'a montré, on constate, on est un département rural qui n'est pas très, très riche, et beaucoup de petits producteurs sont en grande difficulté. Et on sait par ailleurs que beaucoup de gens ont du mal à avoir accès au bio. Donc notre idée, ça a été de faire un pari gagnant-gagnant, de les mettre en relation, et donc de pouvoir créer des caisses où on cotise effectivement en fonction de ses revenus. On a beaucoup travaillé avec la CAF en amont, qui nous a aidés au départ. Et donc, on a lancé ce projet de pouvoir dépenser. Alors nous n'avons pas de moyens énormes. Il s'agit actuellement de 50 € par mois par cotisant, ce qui permet quand même d'avoir des légumes, des fruits bio. Et ça fonctionne depuis Depuis mars 2025. 25, d'accord. Et actuellement, nous avons 94 bénéficiaires. Et nous, le financement, on rame évidemment comme tout le monde pour répondre à des appels à projets. On n'a pas obtenu le rescrit fiscal, ce qui serait bien intéressant pour obtenir le soutien mais on trouve des contournements éventuels. Ce que je veux dire, c'est que quand même, du coup, on travaille avec des épiceries sociales et solidaires, notamment. On a quand même 4 caisses. Et on s'aperçoit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que l'éducation populaire, ça fonctionne bien là, parce qu'au fur et à mesure du sentiment de confiance, des relations qu'on crée mensuellement avec certains publics, on ouvre des débats que les gens n'auraient pas imaginés, et ça devient très très intéressant, mais on n'en est qu'au début. Donc voilà, et on attend, j'ai entendu parler des Biocoop tout à l'heure, on est sur le point de finaliser un accord avec les Biocoop, donc les gens on a un outil, le Koinos, qui est un outil très pratique où les gens, avec leur smartphone ou un code à 4 chiffres, payent de façon anonyme, on ne sait pas qui ils sont, et pourront avoir accès à des horaires et à tous les produits bio et locaux de notre département. Merci Edwige Dorbon. Et alors Thomas Benoît, vous nous arrivez de Saint-Étienne, de la Fabrique de Transition, un collectif d'associations qui souhaite accélérer la transition vers un modèle plus soutenable et équitable. Où en est votre caisse SSA? Donc la Caisse sociale d'alimentation de Saint-Étienne a été lancée dans 2 jours, il y a 1 an, donc en février dernier. On va d'ailleurs faire une teuf en avril pour nos 1 an. On est bon en teuf, mais pas très bon en date. Donc nous on est sur le bassin stéphanois. J'y reviendrai un peu tout à l'heure pour qualifier ce territoire, mais du coup nous on est lancé il y a 1 an. Aujourd'hui on a 115 cotisants et cotisantes environ qui vont recevoir un droit mensuel, donc une allocation de 80 €, qui s'appelle le DAC, le droit à une alimentation choisie, parce que ça a été une des valeurs qui a été au cœur de notre collectif. Donc
Si on est lancé il y a 1 an vraiment pour voilà, cette circulation de monnaie, c'est une histoire qui remonte un peu plus longtemps, puisque c'était 2 ans et demi avant qu'on avait décidé de lancer ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, et c'était issu d'un collectif qui lui-même avait avant 3-4 ans d'existence. Donc c'était un collectif qui a monté pas mal d'initiatives, voilà, des cantines solidaires, du maraîchage solidaire, des paniers solidaires, tout ce que vous pouvez mettre avec solidaire derrière et qui est dans l'alimentation. On avait testé beaucoup de choses comme ça, accompagner des AMAP, accompagner la création d'une antenne VRAC vers un réseau d'achat en commun, etc. Et à un moment, ce collectif avait besoin de s'arrêter et de dire on a fait plein de trucs, mais on aurait besoin de quelque chose de structurant. Et à ce moment-là, la SSA aussi commençait à être de plus en plus en vogue, de plus en plus visible, et donc on est parti là-dessus. Donc ensuite, il y a eu 2,5 années de démocratie pour monter ce projet et d'ingénierie. Et je vais beaucoup revenir dessus parce que c'est grâce à ce collectif avant que dans ces 2 à 3 années de montage de projet, nous, on avait directement des personnes en situation de précarité qui étaient partie prenante dedans. Donc on a à peu près, nous, un tiers de notre collectif qui est en situation très précaire, donc éligible à l'aide alimentaire, ou dans des situations sociales aussi très très fragiles, et même une autre partie de notre collectif qui est dans une précarité, on va dire, plus classique. Et juste un tout petit mot pour caractériser Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est 28% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une douzaine de quartiers qui sont classés politiques de la ville, qui sont quasiment en centre-ville. À certains quartiers, le taux de précarité va monter jusqu'à 48%, notamment un quartier sur lequel on est très très bien représenté dans le cadre de la caisse. Et on a environ un foyer sur 5, à peine moins, qui est éligible à l'aide alimentaire. Donc voilà, nous on part de ces enjeux-là, c'était ça qui était à la base de notre projet. Et donc, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, ça explique pas mal de choses, de choix qui ont été faits. Thomas Benoît, gardez la parole parce que voilà, on va aborder l'aspect démocratique. Aujourd'hui, quelle forme prend la vie démocratique au sein de votre structure? Comment prenez-vous les décisions sur différentes thématiques, les prix, les fournisseurs, les bénéficiaires, voilà. Ouais. Nous, on a fonctionné au début, donc il y avait cet ancien collectif, le collectif Solidarité Alimentaire dont je vous parlais, qui a appelé tous les adhérents de toutes les structures membres de ce collectif à venir se retrouver dans un premier temps. Donc c'était des temps assez ouverts. Et ensuite, on a continué à décliner avec une assemblée ouverte, l'assemblée des cotisants-cotisantes, qui se rassemble tous les mois pour faire un peu le point sur les avancées, pour décider des grandes orientations, pour mettre en débat. Au début, c'était un espace qui avait vocation d'être très décisionnaire. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un espace qui avait aussi vocation à être délibérant, à être structurant, à être formateur. Et dans la formation, c'est pas que des choses descendantes. On en parlait un petit peu dans la table ronde d'avant. Nous, on a beaucoup fonctionné sur le partage des réalités différentes des gens. En fait, notre collectif Solidarité Alimentaire, encore une fois, il était à la fois sur la jambe transformation et transition de la filière, et à la fois sur la jambe lutte contre la précarité alimentaire. Donc en fait, ça crée une tension que j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, entre des solutions ou des visions qui sont un peu différentes là-dessus. Au lieu de les aborder point par point, choix par choix, on a plutôt fait le choix, nous, de reporter les décisions, prendre un peu plus de temps et vraiment partager les réalités qui sont hyper différentes. Donc, on a travaillé notamment sur la situation des personnes qui sont en précarité, qui de elles-mêmes ont dit, moi j'ai besoin de vous raconter ce que c'est. Elles ont commencé à témoigner, il y a eu de la récolte de parole, elles ont expliqué c'est quoi être à l'aide alimentaire, qu'est-ce que ça crée sur la santé, qu'est-ce que ça crée sur ma famille, qu'est-ce que ça crée dans mes émotions, sur de l'humiliation, des choses comme ça. Et en fait, tout ça a permis d'avoir des débats beaux et des décisions, du coup, beaucoup plus apaisées à la suite. Parce que au lieu d'avoir, et on nous a dit pendant 2 ans, le jour où vous allez devoir dire entre conventionner un discounter et conventionner que du bio et tout ça, vous, ça va être coton. Eh ben non, avec toutes ces phases justement en amont où on a pu se dire c'est quoi nos réalités différentes et les raisons différentes pour lesquelles on est là, ça s'est beaucoup mieux passé ce genre de débat, donc on a choisi de faire ça. Après, il y a quelque chose qu'on travaille de plus en plus en collectif entre toutes les caisses, c'est aussi une réflexion en 3 étapes, la connaissance de cause. Première étape où on vient vraiment expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est quoi le sujet, etc. Partager les avis, les réalités différentes sur le sujet. Une phase plutôt de délibération, on expose les différents arguments contradictoires, on les explique et tout ça, et ensuite une phase de décision. Et je pense que c'est important d'aller là-dessus. En tout cas, nous, on est allé là-dessus, ce qui a permis vraiment d'avoir
Pendant une année, on se disait quand même que ça avançait pas beaucoup et qu'on tournait en rond. Et puis au fur et à mesure, sur la fin, on a quand même réussi à décliner de plus en plus des décisions assez fortes, assez fondamentales sur le conventionnement, sur le modèle économique, sur des questions de seuil, sur des choses assez techniques et assez, comment je dirais, quotidiennes pour des gens. Parce qu'en fait, quand avec des gens en précarité alimentaire, on leur dit, tu auras le droit, enfin, on se dit ensemble, on va faire nos courses ici et le seuil minimum, il est là. C'est des choses où voilà, on est sur des réalités très quotidiennes et des besoins fondamentaux, quoi. Léa Thévenot, alors merci beaucoup Benoît, Thomas Benoît. On voit bien effectivement la difficulté de la lenteur aussi peut-être dans la prise de décision. Léa Thévenot, est-ce que vous avez le même ressenti à Lyon et comment se passe justement la prise de décision? En fait, oui, c'est sûr, c'est hyper complexe de toute façon de prendre des décisions collectivement quand on est de plein d'horizons différents. Et ça, on le vit quand même bien au sein du comité habitant, même si il y a eu tout un temps long de avoir une base de connaissances, ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, avoir une base de connaissances commune, avoir eu l'occasion de débattre avant de prendre des décisions et apprendre à se connaître en fait et à se faire confiance pour un peu ce qu'évoquait Somac tout à l'heure, définir les conditions du débat. Dans le cas de Calim 8, dans le cas de l'expérimentation de Lyon 8, il y a déjà eu toute une phase de débat et de coopération entre les structures où, à ce moment-là, c'est déjà un temps long en fait, parce que ça a mis presque 2 ou 3 ans avant de se dire ok, on mène une action concrète. Bien sûr, mais après, dans le fonctionnement de la caisse alimentaire, concrètement, les volontaires, ils se rencontrent une fois par semaine. Et comment se passent ensuite les rencontres? Est-ce que c'est timé? Est-ce qu'ils savent que voilà, il y aura un temps pour le partage d'expérience, puis la présentation de la décision à prendre, la contradiction? Comment ça se passe concrètement? Ça dépend des fois. Donc, ce qui a été décidé, il y a eu un temps, dans le cadre du cycle d'apprentissage qu'a suivi Calimut, ils ont décidé à un moment, il y a eu un temps dédié à comment on prend des décisions, en fait, parce que ça se pose la question, il faut créer le cadre. Ce qui a été décidé en explorant plein de façons, c'était de prendre les décisions plutôt au consentement, d'aller vers le consensus, mais sinon, les décisions peuvent être prises au consentement. C'est-à-dire à la majorité des voix, en fait. On ne demande pas un consensus non, alors, global. C'est pas la majorité des voix, Non. c'est en réalité, dès qu'il y a une proposition qui est formulée par quelqu'un, il y a vraiment un tour de... Enfin voilà, chacun exprime s'il est vraiment complètement OK avec cette décision. S'il a des doutes qu'il a envie d'exprimer, mais que ça ne bloque pas la validation, ou si au contraire... c'est impossible collectivement, c'est pas souhaitable. Et en fait, nous, on fonctionne avec des cartons de couleur, des abacs, on peut appeler ça les abacs de Régnier. Et donc, ça permet d'indiquer à quel niveau je me situe. Et à chaque fois, il y a un tour de parole pour ceux qui ont besoin d'exprimer des réticences pour relancer le débat, reformuler une nouvelle proposition si du coup il y a des blocages, ou reporter la décision à plus tard si en fait il n'y a pas d'issue à la discussion. Alors c'est toujours des enjeux parce que souvent ça peut prendre beaucoup de temps et en fait on fait des sessions donc tous les mois qui durent en général 3 heures et on passe pas 3 heures à prendre des décisions, heureusement. On essaye toujours de mélanger avec des temps de continuer à se connaître, des temps de monter en connaissance et des temps de prise de décision. Et en général, on se dit 45 minutes, 1 heure. Mais après ça, on retarde la décision, on décale la décision en se disant ok, en fait, il y a besoin de continuer à débattre et on amène les éléments, en fait, on prépare les décisions en amont. Merci Léa Thévenot. Je me tourne vers Edwige Dorbon. Vous aussi, vous commencez à avoir un peu de recul. Oui. Est-ce que vous avez aussi mis en place un process démocratique? Alors nous, on a tout fait à l'envers, dans la mesure où on a déjà une contrainte, le bio, exclusivement le bio, un habitat très dispersé, des publics précaires qui ont un problème de mobilité, ce qui est très compliqué. Donc on s'appuie sur les acteurs sociaux, les espaces de vie sociale, les épiceries solidaires, en dehors des gens, la solidarité, c'est aussi d'accueillir des cotisants solidaires qui cotisent au-delà de la location. Et donc tout ça a mis du temps.
Et là, disons que c'est sur l'épicerie sociale de Sens qu'on a commencé à mettre en place quelque chose. Donc on vient tous les mois passer un après-midi avec les gens. Ça coïncide avec le moment où une des productrices qui regroupe plusieurs producteurs apporte ses produits. Et pour l'instant, il y a eu des échanges, on va dire une mise en confiance, une écoute des gens. Il y a eu des problèmes tout bêtes. Un exemple, la productrice apportait des lentilles. Les gens disaient, ben nous, on n'a que des micro-ondes, comment on peut faire? Donc, la productrice a été voir des gens qui, pas loin de Joigny, font de la conserverie. Elle a utilisé les bocaux à disposition. Et la fois suivante, elle leur a apporté les lentilles cuites. Bon, c'est des petits exemples comme ça. Donc, la découverte des choses. La seule démocratie, vraiment, au sens où vous l'entendez tous, c'est qu'en fin d'année, on s'est rendu compte que notre trésorerie allait être un peu juste pour continuer. Nous, la cotisation partait de 3 € et attribuait 55 € par cotisant. Sauf que là, les robinets se ferment, comme beaucoup d'endroits. Et donc, on s'est demandé... Donc, on a soumis plusieurs options. Et là, on a vraiment discuté, soit de mettre en pause complètement le système, soit de proposer un roulement, à savoir de dire aux gens qui avaient déjà bénéficié du système de se mettre en pause, de manière à accueillir des gens qui sont en attente de rentrer en fonction de notre trésorerie. Et aussi bien nos partenaires comme la CAF, ou tout le monde a opté pour cette solution d'avoir un roulement, d'augmenter la cotisation de base à 10 € et de descendre à 50 la location. Donc tout le monde tend un peu le dos, mais tout le monde a trouvé que c'était juste de faire comme ça. Donc là, c'est l'exemple de vraiment démocratie, mais ça n'a pas commencé comme ça. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre système, c'est un petit collectif, un petit noyau dur qui prend les décisions c'est ça. Pour le fonctionnement. Oui. Ben, le fait de prendre du bio, on n'a pas le choix de savoir où est-ce qu'on va. Bio et de permettre de soutenir les petits paysans et paysannes locaux, ça cible, c'est un peu un entonnoir. Après, par exemple, les Biocoop, ils ont des produits locaux, mais dans la journée, les produits locaux seront peut-être, il n'y en aura pas assez. Donc, il faudra, on a déjà conclu, tout le monde a dit qu'on ferait confiance et que du moment que c'était bio, ils pourraient acheter n'importe quel légume dans le magasin. Donc, il y a des échanges comme ça qui se font au fur et à mesure du concret. Et voilà. Mais, voilà. Merci Edwige Dorbon. Alors je me tourne maintenant vers Géraldine Gabillet du collectif SSA Pays de Morlaix. En plus, vous êtes maraîchère bio sur le territoire. Non, alors Non, la c'est pas maraîchère bio, elle est restée à la conférence du dessus. Ah oui, c'est Charlotte Tisserand. Voilà, dommage, c'est pas grave. Non, moi, je suis salariée vous êtes salariée d'une des associations. Alors vous, comment avez-vous réfléchi à cette vie démocratique au sein de la structure ? Alors nous, on était 4 structures à accompagner le collectif. C'est un collectif qui s'est créé au départ avec des citoyens et citoyennes. Donc c'est vraiment parti de citoyens qui voulaient travailler et réfléchir ensemble à ce sujet-là. Et donc nous, on est 4 structures avec des salariés qui pouvons les accompagner, dont moi, je passe une partie de mon temps à accompagner ce groupe-là, mais c'est parti du coup d'eux. Et donc, je suis leur aventure et on a une aventure commune. C'est vraiment, on apprend tous ensemble comment on a envie de mettre en place cette expérimentation sur notre territoire. Donc, c'est vraiment une aventure humaine et démocratique, puisque la prise de décision, c'est comme pour Léa, on a réfléchi ensemble sur le territoire de Morlaix sur la prise de décision par consentement. Ça a été choisi par le groupe. Donc nous, on a 2 groupes citoyens qui avancent. Il y a à la fois le groupe de la collective qui mène l'expérimentation et essaie de la mettre en place sur notre territoire. Et il y a le groupe d'expérimentateurs qui vient de débuter en parcours citoyen. Et ce groupe d'expérimentateurs, c'est eux qui vont décider les lieux de vente où ils veulent aller dépenser leur monnaie alimentaire. Donc là, on est en plein dedans. On a aussi passé 2 temps de réunion à choisir comment ils voulaient prendre leurs décisions. Et maintenant, c'est aussi, on réfléchit à c'est quoi leurs critères pour choisir les lieux de conventionnement. Donc c'était vraiment un choix, puisque c'est eux qui vont dépenser qui vont aller consommer dans certains endroits. Donc c'est eux qui vont choisir où ils veulent aller. Donc là, c'est en plein dedans de choisir ensemble, et donc des temps démocratiques. Merci Géraldine. Alors, je vais passer le micro dans la salle. On a 10 minutes à peu près. Qui se lance pour la première question sur ces différentes expérimentations ? Monsieur, j'arrive.
Je suis désolé, je suis le plus loin. Je suis Vincent, je fais partie d'une AMAP, la MAP Carotte au Kremlin-Bicêtre. On a eu, nous, la chance d'avoir la commune qui est venue nous voir pour faire une expérimentation de sécurité sociale alimentaire. Je suis une éponge de toutes les expériences que vous avez eues et nous expérimentons également avec d'autres associations un projet NIR qui est un projet de consultation citoyenne qui a été expérimenté dans un premier lieu sur Paris. Moi, je suis au Kremlin-Bicêtre, donc c'est juste à côté. L'idée, c'est d'aller faire du porte-à-porte dans les quartiers et de poser un certain nombre de questions pour avoir une situation des préoccupations des personnes et à partir de ces situations, de pouvoir créer des collectifs de travail qui vont, force de débat, j'espère, arriver à des actions. J'ai la chance aussi d'avoir été invité au travail du plan alimentaire territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre auquel participe Bruno, qui est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Je trouve simplement dommage qu'il n'y ait pas une... Dans les débats qu'il y a eu ce matin, juste avant cette séance, chacun avait son étiquette, chacun avait son rôle à défendre, ce qui est extrêmement important. Mais la consultation citoyenne hors étiquette, je trouve, est aussi très efficace parce que justement, ça lève toutes les barrières et la sécurité sociale alimentaire ne doit pas avoir de barrières et consulter l'ensemble des participants. Ouais, j'ai l'impression que là, les expérimentations présentées restent hors étiquette là. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager? Ouais, j'arrive. Par là, Bonjour, Naomi Atawi, Itinéraire Conseil. C'est plus une question qu'un partage. Déjà, merci pour vos présentations de vos différentes expérimentations. Et ma question, c'était de savoir quelle place est-ce que vous faites à l'évaluation de vos expérimentations? Excellente question. Je vais faire un tout petit looping, évaluation ou recherche aussi embarquée qu'il y a dans les expérimentations. Parce que ce qu'on fait, c'est aussi d'expérimenter des choses. Il y a un projet national derrière, à un moment, d'avoir une loi. Et là, on est sur une table ronde qui parle de diversité. Donc c'est aussi ça la richesse, c'est qu'on va tous explorer des endroits différents, des mécanismes différents, des dispositifs différents. Nous, personnellement, on essaie d'avoir des chercheurs qui viennent, qui s'appuient sur nous pour sortir des choses et on essaie d'écouter ce qu'ils nous disent. On essaie surtout beaucoup de partager entre nous. Nous, on a énormément de temps d'écoute, de partage, de retour sur ce qui s'est passé. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai enjeu à un moment d'avoir de la documentation de ce qui se passe, mais le réseau Intercaisse aussi nous aide à faire tout ça. Enfin, on met en commun là-dedans. Parce que demain, va y avoir une loi. On l'espère, en tout cas, on se bat pour ça. Et cette loi, il va falloir aussi qu'elle puisse tenir compte de toutes les choses qui sont passées sur le terrain. Voilà, des échelles différentes, des valeurs différentes, des choix qui ont été différents et tout ça à un moment il va falloir bien essayer de le mettre en commun et effectivement c'est assez crucial. La petite pirouette. Pardon, je disais donc si je comprends bien, il y a un objectif d'essaimage derrière toute cette documentation dont vous parlez, le fait d'archiver toutes ces connaissances. L'objectif c'est de pouvoir dupliquer sur tout le territoire national les expérimentations. Ouais, alors, je poserai la question à Léa Thévenot pour rebondir sur votre question. Vous travaillez au sein de la métropole de Lyon, non, la ville de Lyon, hein, non? Non, moi je suis salariée d'une association, l'association Territoire à Vivre. C'est vrai que ça, peut-être que ça apporte à confusion le fait qu'on s'appelle Territoire à Vivre Grand Lyon et que c'est une expérimentation qui est soutenue financièrement
par la métropole de Lyon. Mais c'est bien l'association qui est porteuse du projet avec le comité habitant. Je vais reformuler ma question. Aujourd'hui, un certain nombre de caisses alimentaires sont soutenues par des fondations, par des régions, et vous-même vous êtes accompagnés. Aujourd'hui, ces financeurs, pour continuer les expérimentations, attendent-ils des retours? Pourquoi pas pour essaimer ailleurs? Mais comment travaillez-vous avec ces financeurs? Oui, ça c'est sûr qu'on a beaucoup d'échanges avec eux. Typiquement, l'exemple de la métropole de Lyon, c'est eux qui ont mandaté un cabinet d'évaluation pour faire l'évaluation de la caisse. Donc aujourd'hui, on a ce volet évaluation et on a aussi une chercheuse qui a été avec nous régulièrement sur les comités habitants pour pouvoir documenter tout le volet démocratie alimentaire et le parcours alimentaire des personnes, parce qu'elle fait un comparatif aussi avec d'autres démarches de démocratie alimentaire qui ne sont pas forcément le mécanisme de transfert monétaire qu'on applique nous, mais un marché à tarification différenciée ou une épicerie sociale, enfin d'autres projets. Donc voilà, on a aussi cet appui-là de la recherche et on essaye d'accentuer ces liens-là aussi plutôt côté recherche pour participer à toute la capitalisation en fait et à la réflexion aussi systématique sur nos projets et sur leur diversité, ce que ça nous apprend, ce que ça... Il y aura une autre table ronde demain qui sera destinée au financement, consacrée au financement. On prend encore une dernière question. Il y avait une question. Ouais, on a 2 jours pour. On a 2 jours. Hein. On va pas. Oui, écoutez. Vous souhaitiez réagir, monsieur? Je suis désolée, mais il y a encore une table ronde derrière. Alors mais quand on pose une question, il faut y répondre, madame. Voilà. Oui, mais donc, je représente ici un collectif de la Loire aussi. On vient de monter une caisse à Boin-sur-Lignon, donc la 2e de la Loire. Elle vient de débuter. Et effectivement, je vous remercie, c'est une question qu'on s'est posée dès le début, mais à quoi ça va conduire tout ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir où on veut aller et comment on veut y aller? On a fait un truc tout simple, tout bête. On a, à tous nos 80 adhérents cotisants, on a proposé un questionnaire sur leur modalité d'alimentation actuelle et on va regarder dans quelques mois comment ça va évoluer. Voilà. Donc, c'est une méthode d'évaluation qui est très... Et on a une étudiante en sociologie qui va nous aider à traiter tout ça. Non, voilà, je réponds à la question. Je peux juste te répondre que c'est ce que nous faisons depuis le début, et d'autant plus que nous orientons vers le bio, et on note surtout l'augmentation des publics les plus précaires dans nos caisses qui sont intéressés par le bio, parce que la plupart ont le droit à l'aide alimentaire et on voit que ça a un intérêt. Donc c'est aussi la preuve que notre système est désirable aussi. Donc ça fait partie des indicateurs qu'on note. Voilà, ça sera la dernière intervention, Karine. Voilà. Merci. Alors moi, je m'appelle Rosanne et je voudrais présenter une autre expérimentation qui a lieu près de Épernay à Aix-Champagne. C'est une association qui s'appelle Mettons du cœur dans les épinards. Donc ils ont plusieurs actions et ils ont mis en place un marché qui existe déjà depuis quelques années, et depuis septembre 2025 ce marché, il y a une expérimentation de sécurité sociale alimentaire sur ce marché qui fonctionne plutôt bien. Alors le principe, c'est que les personnes qui font partie de l'expérimentation achètent une carte qui a une valeur effective de 60 € et ils la payent entre 5 et 60 €. Et donc quand les gens vont faire leur marché, ils présentent leur carte. Les producteurs qui sont sur le marché écrivent au dos de la carte le montant d'achat des personnes, et ensuite c'est l'association qui paie les producteurs. Donc là, ils ont déjà réalisé 4 fois le marché. Il y a 80 personnes qui font l'expérimentation. Ils ont réussi à faire venir sur le marché des personnes qui viennent de l'aide alimentaire, qui ne seraient pas venues sans ce système-là. Et en termes de constat, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Moi, j'ai pu discuter avec un des producteurs qui est sur le marché. Depuis qu'ils ont mis en place ce système-là, il est passé de 15 ventes sur un marché à 45.
Et ça permet aussi de créer de la mixité sociale parce qu'à la fin du marché, ils font un petit apéro où les producteurs locaux donnent quelque chose pour l'apéritif. Et les gens de toute origine sociale discutent autour de pendant ce moment apéritif. Ouais. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, c'est la fin de la conférence Diversité et complémentarité des expérimentations SSA. Merci beaucoup à Géraldine Gabillet du Pays de Morlaix, à Marie Boyel du collectif SSA Pays de Morlaix, Edwige Dorbon, Soli Cagnol, Thomas Benoît de la Fabrique de la Transition et Léa Thévenot, chargée de mission démocratie alimentaire sur le territoire à vivre Grand Lyon. N'hésitez pas à rester car la prochaine conférence jusqu'à 12h30 est sur SSA et santé globale. Santé globale, voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir nos intervenants. Ouais. Merci.